quand même peut-être limité aujourd'hui. Je voudrais simplement revenir sur quelques points qui ont été soulevés dans le discours précédent, et pour dire que c'est un atout extraordinaire que le site soit libre. Voilà. Quand nous sommes arrivés en 2001, il y avait une partie des vestiges que vous voyez au fond, qui est maintenant interprété, qui était interprété comme un monument du culte impérial, qui était entouré par un grillage avec une pancarte explicative, et les vestiges à l'intérieur étaient tranquillement en train de se détériorer. Voilà. La première chose que nous avons faite, c'est d'enlever le grillage et de libérer les vestiges. Et tout le travail que nous avons fait pendant ces presque 20 années, ça a été de libérer les vestiges, simplement de les dégager pour qu'ils reviennent au jour. Parce que si on enferme les vestiges comme les gens au meilleur sentiment pour les protéger, eh bien en fait on aboutit au résultat inverse. C'est la liberté, c'est la libération qui est la base de ce qui va être le meilleur pour les vestiges comme pour les autres. Voilà. Et puis on est sur du temps long, c'est sûr, on a travaillé pratiquement avec toute l'équipe qui est avec moi, parce que je parle au nom d'une équipe. Il y a Adrien Malinas, il y a Bastien Levert, il y a Emmanuel Baudouin, il y en a d'autres qui sont là. Équipe qui s'est constituée au fil du temps, essentiellement à partir d'étudiants de l'université, puisque j'ai eu la chance en fait de prendre la coordination de la recherche sur ce chantier quand je suis arrivé à l'université Paul Valéry à Montpellier, et qu'il était pour moi nécessaire de trouver un chantier d'application pour que les étudiants qu'on formait d'un point de vue théorique aient une expérience pratique et deviennent des véritables archéologues capables de prendre la suite, ce qu'ils sont tous d'ailleurs devenus. Voilà. Et c'est une de mes plus grandes satisfactions peut-être de voir que les étudiants qui ont fréquenté ce site eux-mêmes sont capables maintenant de prendre le relais du travail que l'on a initié et que l'on a commencé. Donc on est dans un temps long et dans lequel les relais se passent. Moi j'ai assuré la coordination du chantier jusqu'en 2019. On s'occupe maintenant des phases de publication et d'études du chantier, mais il y a la nouvelle équipe, celle de la nouvelle génération, qui propose de nouveaux programmes, qui propose une nouvelle recherche, une continuité de la recherche, parce que vous imaginez bien que sur un site comme celui-ci, eh bien, dont on ne voit ici qu'une petite partie, mais le site fait 20 hectares à l'intérieur des murailles. À l'extérieur, il y a une occupation importante. Donc on a 30 hectares pratiquement de vestiges archéologiques dont on a exploré une infime partie. Il y a donc des générations qui peuvent se succéder dans l'exploration du site. Et une des raisons aussi pour lesquelles un site vit après sa valorisation, après la protection des vestiges, c'est aussi parce que la recherche continue autour du site lui-même. Pendant tout le temps où on a travaillé ici, chaque année, on faisait des visites de fin de chantier ou à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Et chaque fois, les visiteurs avaient quelque chose de nouveau à découvrir. On avait avancé un petit peu, on avait dégagé une des pièces supplémentaires avec un décor de mosaïque ou des vestiges d'enduit peint, etc. Donc il y avait, et en même temps que les vestiges se découvraient petit à petit, l'interprétation, l'histoire qu'on racontait autour d'eux évoluait aussi. Donc les gens sont venus un petit peu comme pour une série. Voilà. Sauf que la série, on vient de terminer la première saison. 20 ans pour une saison. Voilà. Mais voilà, il y aura d'autres saisons, je vous le garantis. Voilà. Alors peut-être pas sur ce site lui-même, ici, mais ailleurs, pas sur le site du forum, mais ailleurs, pour susciter voilà, en haut, derrière, en haut aussi. On voit ici la partie qui est là, a été mise en valeur et qui a été le plus complètement dégagée, qui est celle du forum, mais pendant ces 20
année aussi, une équipe a travaillé sur la partie supérieure de la colline, sur l'enceinte, dirigée par Alex Bélier, puis ensuite Emmanuel Baudouin et Joachim Le Baumin, qui ont réglé le problème de la chronologie des enceintes, qui était une question qu'on se posait depuis quand même le XVIIe siècle. Et puis une autre équipe a travaillé sur l'habitat, dirigée par Grégory Vacassi et Ghislain Vincent, et qui a mis au jour tout un quartier d'habitation dont le développement éclaire aussi celui du secteur monumental sur lequel nous nous trouvons. Et il y a d'autres secteurs qui restent à explorer, bien évidemment, d'autres thématiques qui restent à explorer. Je pense en particulier au domaine culturel, qui est si important dans l'Antiquité gréco-romaine. Donc, qui seront, les projets des années à venir. Donc, voilà, on est dans du temps long, de l'exploration, de la recherche. Notre préoccupation aussi première pour nous, ça a été, ou c'est toujours, de permettre au public d'appréhender les vestiges, de les comprendre le mieux possible. Et c'est pour ça que l'idée que nous avons eue après la fin de l'exploration archéologique en 2019, une fois que tout le site ici a été dégagé, ça a été d'axer notre première publication sur une publication grand public. On a un projet qui avance et qui, si les choses se passent bien, verra le jour en printemps 2023. L'idée c'est ça, on a calé sur le printemps 2023, d'un album en public, dans lequel évidemment le contenu scientifique est important, mais qui sera accessible à tout le monde, et pas uniquement aux archéologues ou aux historiens spécialisés. Donc c'était ça l'idée, de pouvoir donner au grand public l'essentiel des clés de la compréhension des vestiges qu'ils sont en train de visiter, qu'ils sont en train de découvrir. Alors, ces vestiges-là, ils s'inscrivent aussi dans une continuité d'exploration qui a commencé bien avant nous. On n'est qu'un relais à l'intérieur d'une série de recherches qui ont commencé, dont on sait en gros qu'ils ont commencé véritablement au XIXe siècle. Et en particulier, ici, des secteurs avaient été dégagés du côté occidental, au niveau du bassin, et des premières salles au XIXe siècle, sans qu'on comprenne véritablement leur articulation avec le reste, et qu'on les interprète comme ce qu'on maintenant on appelle un forum, c'est-à-dire le centre de la vie civique de toute une communauté. Mais il y avait déjà ces vestiges qui avaient été mis au jour. Et d'ailleurs, petit détail, vous remarquerez que vous avez des colonnes qui marquent le portique sous lesquelles nous nous trouvons, et devant des bases qui étaient destinées à supporter des statues de notables, de personnages importants, soit de la communauté, soit même du monde romain. Et ces vestiges-là ont disparu dans cette partie occidentale. En fait, au XIXe siècle, quand les fouilles ont commencé, ils étaient exactement à peu près dans le même état que ceux que vous voyez conservés ici. Sauf que, après les années 1860, les gens les ont enlevés ou les ont récupérés. Je ne citerai pas de nom à Murviel, mais je sais les endroits où se trouvent des fûts de colonnes ou des bases, voilà, qui ont été, depuis des générations, récupérés, voilà, par les habitants. Ça c'est une pratique classique, bien évidemment, ça fait partie de l'histoire de ces vestiges aussi, que leur récupération à un moment donné par les habitants, pour les intégrer dans leur maison, dans leur cave. Donc voilà, on a pris la succession donc on n'a pas découvert le site. Ce site était connu tout le temps, depuis tout le temps. Il n'a jamais disparu. Latte est apparu à un moment donné de son existence. On connaissait le nom de Latte, on savait vaguement où ça se trouvait, évidemment, mais le site n'était pas connu jusqu'à ce que les fouilles du groupe Painlevé le mettent au jour dans les années 60. Tandis que nous, de ce côté-là, le site n'a jamais été enfoui sous les terres. Toute une partie a toujours été visible. Mais avant qu'il soit
compris et analysé, il a fallu quand même pas mal de temps. Ce qu'on a eu ici comme chance pour le dégagement du secteur monumental, c'est la colline. Ça, vraiment, c'est une belle invention, les collines. Voilà. Avec un mur de soutènement, vous voyez, qui a été remonté avec des pierres qui sont du même matériau. Et à la fin de l'Antiquité, ce mur de soutènement a été, on a récupéré une partie des pierres et une partie du mur s'est effondrée. En s'effondrant, il a recouvert les vestiges qui sont ici, et les salles que vous voyez. Et du même coup, il les a protégés, puisque ça a été enseveli sous des mètres cubes et des mètres cubes de gravats, de démolition et de blocs qui les ont protégés. Donc, en gros, le niveau d'Arras que vous voyez des vestiges, là où sont conservés les vestiges de l'Antiquité, c'est là où étaient à peu près commencés les niveaux antiques. Donc, à l'extrémité orientale, on a plus de 4,50 m de hauteur de vestiges qui sont conservés et qui ont été conservés. Donc, il y avait un talus qui s'est constitué progressivement, qui arrivait juste devant les soubassements, les piédestaux de statues. Et donc, quand on a commencé à fouiller, il faut imaginer qu'ici, on n'était pas du tout dégagé. On était vraiment avec une colline en pente. Et on a passé des années donc à dégager progressivement la colline pour mettre au jour l'ensemble des vestiges. Vous voyez comment ça se présente. On a donc une grande place dégagée qui n'est pas aménagée, mais bordée sur 3 de ses côtés par un portique, dont vous avez le départ des fûts de colonnes ici, et qu'il faut imaginer de manière identique des deux côtés, du côté oriental et du côté occidental, et à l'arrière, au sud, fermant la place, et intervenant d'ailleurs dans un deuxième temps d'évolution du site, à un grand monument que nos prédécesseurs avaient commencé à dégager, qui est un grand monument d'ordre corinthien, dont la décoration a des parallèles très forts avec la maison carrée de Nîmes. Si vous allez au musée et que vous voyez les mufles de lion qui constituent les gargouilles des dalles de rive du toit en pierre du monument, vous avez exactement les mêmes si vous montez sur la maison carrée. Et dans la décoration des frises aussi, on a des parallèles qui sont relativement importants, qui indiquent que les deux monuments ont été construits à peu près à la même époque, et je dirais sans doute une petite antériorité pour celui de Muriel par rapport à celui de la maison carrée, par rapport aux datations que nous avons obtenues. Donc dans les années, si vous voulez, 10-5 avant Jésus-Christ, alors que la maison carrée traditionnellement est datée une décennie ou une décennie et demie un petit peu plus tard. Donc, voilà, deux accès de part et d'autre de ce grand monument corinthien destiné vraisemblablement au culte impérial, avec des escaliers dont l'un est très bien conservé en partie, lui aussi parce que il y a des remblais qui sont venus le protéger. Et partout ailleurs où il n'y avait pas de remblais protecteurs, au cours du temps, les gens sont venus récupérer les matériaux. Voilà. Ça a commencé dès l'Antiquité et ça s'est prolongé jusqu'au XIXe siècle, bien avancé. Et là où on a eu la chance, c'est d'avoir cette protection de la colline, qui permet d'avoir un des rares sites dans lesquels on a des élévations aussi bien conservées. Alors le site a commencé par une occupation sur le haut de la colline, on n'ira pas voir, mais il faut, si vous pouvez monter au cours d'une promenade sur le haut de la colline en traversant les champs de cistes qui sont en fleurs. Et donc avec une occupation qui commence à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, avec ce qui est véritablement un oppidum, c'est-à-dire un habitat groupé, fermé par une enceinte et protégé par une enceinte, d'espace relativement restreint, il y a 3 hectares à peu près, voilà. Très partiellement connu et exploré pour l'instant. Puis, le grand changement qui se fait à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, sans qu'on sache, parce que les historiens se disent tiens, à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, c'est le moment où les Romains prennent le contrôle de la partie méridionale de la Gaule, sans qu'on sache le rapport qui puisse exister entre ce développement et cette transformation soudaine et la conquête même de la Gaule méridionale.
les choses étaient sans doute déjà en préparation depuis longtemps. Et les contacts avec le monde méditerranéen, importants aussi, ne serait-ce qu'avec le monde grec installé à Marseille, qui a eu une grosse influence aussi, vous le savez, sur le Midi. Donc les choses changent à la fin du IIe siècle, avec une grande enceinte qui couvre maintenant plus de 20 hectares, et une transformation complète de l'urbanisme à l'intérieur, des grands travaux pour le drainage des eaux, l'évacuation des eaux de ruissellement. On est sur une colline, les pentes sont abruptes, de terrasse en terrasse, quand il y a des gros orages, évidemment tout est inondé, et il faut absolument canaliser l'eau pour l'évacuer dans le petit vallon du Carabiol qui se trouve en bas, et puis aménager aussi des bassins où on pourra récupérer l'eau. Il n'est pas impossible que le bâtiment qu'on appelle la fontaine romaine, qui est en contrebas à Murviel du site, est une origine de cette époque-là. C'est très vraisemblable, même si on n'a pas les preuves absolues de la construction de cet édifice. Donc ça change, et puis très vite aussi, on se met à adapter les modes de vie et de construction du mode méditerranéen. C'est pour ça que vous avez la construction en grand appareil, comme ici, voilà, hein, accueilli sur le mur du fond. Et vous voyez en plus quelques détails dans ces premiers changements, avec ces traces très particulières de retaille des parements, en chevron ou en arête de poisson, qui sont typiques des savoir-faire des équipes marseillaises. Si vous allez à Saint-Blaise, si vous allez à Marseille, à côté du Vieux-Port, vous aurez exactement les mêmes traces sur les parements. Donc soit ce sont des artisans marseillais qui sont venus travailler pour les Gaulois de Murviel, soit ils ont été formés, mais en tous les cas, on a ces traces qui indiquent véritablement ces contacts culturels avec le monde gréco-italique. Donc dans un premier temps, on a un ensemble monumental marqué par ces constructions en grand appareil, qui se transforme donc en ce vaste forum, à l'époque, en gros, disons, la moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que la place prend l'aspect qu'on lui voit actuellement. Et donc qui va évidemment voir une transformation importante des structures pour s'adapter au monde romain. Et en particulier, ce qui est le plus caractéristique ici, c'est le fait que toutes ces salles qui sont en arrière du portique nord, hein, donc le portique est ici, et les salles, alors évidemment, vous imaginez que pendant cette période-là de fonctionnement du forum, ces salles sont totalement ouvertes vers le portique. Donc les murs qui ferment les salles et qui sont arrivés à une époque postérieure. Donc ces salles, c'est des salles uniquement d'exposition de statues. En gros, si vous voulez, c'est dans le monde antique l'équivalent des chapelles dans le monde chrétien et dans nos églises ou dans nos cathédrales. Voilà. Sauf qu'à l'intérieur de ces chapelles, vous avez des statues de personnages importants, dont on a quelques traces par les inscriptions ou par les vases, mais ne servent qu'à ça. Et donc, on a estimé qu'il y a en gros, au moment du plus grand fonctionnement du forum, au 1er siècle après Jésus-Christ, il devait y avoir quelque chose comme 80 ou 100 statues exposées ici, entre celles qui sont devant, celles qui sont à l'intérieur, dont des statues colossales en marbre blanc, qui sont des statues de membres de la famille impériale, d'empereur Auguste, très vraisemblablement. Il y a des statues en bronze aussi, dont on a des éléments qui ont été retrouvés. Et donc ça sert uniquement à ça. Quant au forum lui-même, eh ben, il sert de lieu de rassemblement, lieu pour les cérémonies publiques, civiques, religieuses, puisqu'il n'y a pas généralement de cérémonie politique sans cérémonie religieuse dans l'Antiquité. Il sert aussi comme place de marché. C'est pour ça qu'il y a eu une table de mesure qui a été installée, que vous connaissez, qui est au musée. Ça sert aussi pour la justice. Bref, c'est le centre fondamental, névralgique de la vie de la cité sur tous les aspects de la communauté. Et puis, cette vie importante, foisonnante et riche qui se met en place entre le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ et le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ va très vite péricliter.
En gros, c'est une petite cité, située un peu dans les alentours, pas forcément bien desservie par les autoroutes de l'époque. Il manque des infrastructures, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas d'aqueduc. Et puis, il y a les gros centres qui se développent administrativement, ceux de Béziers, ceux de Narbonne, ceux de Nîmes. Et les gros centres mangent les petits. Voilà. Dans une transformation administrative, une évolution administrative qu'on a connue et qu'on connaît à d'autres époques, évidemment, mais pour d'autres raisons. Une fois que ces gros centres absorbent les petits, les notables changent, partent de Murviel. C'est les notables qui font vivre la cité, c'est eux qui investissent dans la cité, ce sont eux qui font venir les artisans, etc. Et quand ils se rapatrient, en particulier sur Nîmes, et très rapidement, en l'espace de 50 ans à peu près, la ville a disparu. Voilà. Elle a perdu tous ses habitants. Et on commence, à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, à récupérer des matériaux. On démonte le grand monument corinthien du culte impérial, on laisse les vestiges, on le démonte et on retaille les blocs pour les réintégrer dans d'autres constructions. Et on a des tas de retailles, d'éléments de décoration qui nous permettent de restituer l'architecture de ces monuments. On se sert des salles, on ferme à ce moment-là, et on s'en sert comme dépotoir. Et on a des dépotoirs très particuliers qui attestent des pratiques cultuelles aussi spécifiques à Murviel à ce moment-là. Fin du IIIe siècle, c'est fini, pratiquement. Et puis, vers l'an 1000 ou un petit peu plus tard,